Bonjour tout le monde et bienvenue à cette session où je vais vous parler de Agent IA, comment l'industrialiser avec Azure AI Agent et aussi comment l'orchestrer avec Semantic Kernel. Voilà, il y a une partie code assez rapide que vous allez voir, sinon on va aller plutôt dans la console côté Azure. Donc, je vais me présenter d'abord. Donc, moi, c'est Ousmane Bari. Je suis architecte solution Azure et aussi MVP AI Service. Donc, sans plus tarder, on va aborder le vif du sujet. Donc, c'est quoi un agent? Bon, actuellement, on en voit partout, on en parle partout des agents IA de gauche à droite, mais concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est des programmes semi-automatiques auxquels on peut fixer un objectif et ils vont travailler pour atteindre cet objectif-là, sans qu'on sache à l'avance comment ils vont faire pour y arriver ou comment ils vont procéder. Donc ça vient de la nature inhérente à planifier, à établir un plan, suivre ce plan et l'exécuter. Donc, c'est ça la définition d'un agent. Et l'anatomie d'un agent, typiquement, au cœur de l'agent, actuellement, on a un LLM. Un LLM, c'est les modèles de langage à grande échelle qui ont été démocratisés avec l'arrivée de ChatGPT en fin 2022 par OpenAI. Donc, les modèles LLM, tout ce que vous allez voir comme exemple, c'est les modèles GPT, les modèles O3 de reasoning, Grok pour le modèle de X, Llama qui est le modèle de Facebook, Mistral. Voilà, donc tout ça, c'est ce qu'on appelle les modèles LLM avec différentes capacités. D'accord? Donc, au cœur de l'agent, il y a ce modèle LLM qui est là, capable d'orchestrer, d'agencer, de coordonner. Mais la LLM ne suffit pas. D'accord? Pour qu'il y ait un agent, il faut des instructions. C'est-à-dire, c'est toutes les étapes, ce qu'on lui donne, ce qu'on lui indique pour pouvoir exécuter sa tâche. D'accord? Ce qu'on appelle les instructions. Donc, c'est le prompt qu'on va fournir pour spécifier voilà, le rôle et les responsabilités de l'agent. Ensuite, on vient agrémenter de cet agent-là des outils, donc un ensemble d'outils qui va lui permettre de faire ce qu'on appelle de la récupération d'informations, qui vont lui permettre d'exécuter des actions. Ils vont aller, supposons, il va aller commander, faire du shopping pour vous, qui va aller réserver un vol, un billet d'avion pour un vol Paris-Dakar. Donc tout ça, ça c'est la partie action. Et il y a toute la notion de mémoire. Quand on parle de mémoire, il y a deux mémoires. Il y a la mémoire courte et la mémoire longue. Quand on parle de mémoire courte, c'est la conversation. Donc quand on discute avec quelqu'un, ben, il y a des échanges qui se font. Et pour que les LLM puissent comprendre ça, et c'est pareil, de la même manière, il faut qu'on leur fournisse toujours l'historique de la conversation afin qu'ils puissent prendre des décisions et avoir la logique aussi. Donc, dans ce cas-là, on utilise ce qu'on appelle la mémoire courte. Après, il y a la mémoire longue. La mémoire longue, ce sont les données que l'on stocke dans des bases de données ou dans un SharePoint ou dans un référentiel documentaire qui va lui servir de base de connaissances. Voilà. Donc, typiquement, si on lui pose des questions sur les informations sur le Sénégal, les chiffres du tourisme ou le budget, etc. Donc, ça, il ne le connaît pas par défaut. Donc, du coup, il est obligé d'aller chercher ça dans cette base documentaire qu'on lui a fournie pour remonter l'information, l'analyser et vous répondre. Donc, ça, c'est la partie mémoire. Et du coup, en sortie, ça va permettre de produire les résultats, c'est-à-dire le message qu'il va envoyer ou les résultats de l'outil que l'outil lui a fourni. Et en entrée, bien évidemment, il prend les messages de l'utilisateur ou les événements du système. Voilà, tout dépend comment on a architecture, mais typiquement, voilà, c'est ça qui constitue l'anatomie d'un agent. N'hésitez pas, hein, s'il y a des points qui ne sont pas clairs par rapport à cette image-là, de mettre vos questions, après j'y reviendrai. Donc, le LLM, c'est le cœur central, voilà, c'est le cerveau. On vient lui donner les instructions, donc qu'est-ce qu'il doit faire, son rôle, ses responsabilités. On vient l'agrémenter d'un ensemble d'outils qui vont permettre d'augmenter ses capacités. Donc, d'où la partie récupération, action et aussi mémoire. Et la partie retrieval est très importante parce qu'il faut savoir que ces modèles, ils ont une date d'entraînement. Donc, quand vous allez voir, on va dire que la date d'entraînement, c'est octobre 2023. Ça veut dire que jusqu'en octobre 2023, ils sont en mesure de répondre. Donc, ça veut dire qu'ils ont toutes les, disons qu'ils sont, voilà, pour simplifier, ils ont toutes les informations jusqu'à octobre 2023. Si tu lui poses une question au-delà d'octobre 2023, par exemple, quel est le nouveau pape, le modèle ne pourra pas répondre parce qu'il n'a pas cette information-là.
il va répondre par rapport aux informations dont il dispose, donc des informations à date jusqu'à octobre 2023. Donc, du coup, leurs données deviennent, on peut dire, certaines données deviennent obsolètes par rapport à l'actualité. Donc, d'où la partie de venir les agrémenter des outils pour aller chercher sur Internet afin de mieux vous répondre. Et ça, vous l'utilisez déjà d'ailleurs. Si vous utilisez ChatGPT, parfois, ça va chercher sur Internet tout seul. Parce qu'il n'a pas le modèle que vous avez choisi, ben, sa date d'entraînement, elle est fixe et du coup, elle ne peut pas aller au-delà. Donc, voilà. Donc, ça, c'est toute la partie outillage qui vient vraiment renforcer cette partie des modèles LLM et du coup, constitue un agent. Donc, typiquement, un agent, il a besoin d'accomplir 3 choses. C'est de raisonner à partir d'un processus métier fourni. C'est-à-dire, c'est la question de l'utilisateur qui vient en entrée, qui va le demander, exécute-moi telle tâche. Donc, à partir de là, il est capable de raisonner à partir des instructions qui lui ont été fournies. Donc, à partir de ces instructions-là, il est capable de récupérer le contexte afin de pouvoir compléter le processus. Donc, encore une fois, le contexte, c'est quelque chose qui est très, très important. C'est le plus difficile quand on met en place des systèmes d'agents, des systèmes d'ARAG, des systèmes avec l'IA générative. C'est d'être en mesure de fournir le contexte. Si on lui fournit le bon contexte, les modèles vont répondre systématiquement avec la bonne réponse. Il n'y aura pas d'hallucination. Mais si on lui fournit de mauvais contextes, ben, il n'y aura pas la bonne réponse et là, on va parler d'hallucination. Donc, c'est très important de faire vraiment l'effort sur cette partie-là de récupération du contexte. Donc, c'est pour ça, dans tout ce qui est RAG, récupération augmentée par génération, la partie récupération, elle est très, très importante. Et tout à l'heure, je vais vous montrer un exemple dessus. Ensuite, une fois qu'il a là, sa capacité, les instructions pour raisonner, le contexte, il va exécuter l'action de l'utilisateur final, c'est-à-dire la question. Il faut savoir qu'il va récupérer le contexte en fonction de la question de l'utilisateur, en fonction de ce que l'utilisateur lui a fourni en entrée. Alors, en fonction de ce que l'utilisateur lui fournit en entrée et de ses instructions, il va établir un plan de raisonnement pour pouvoir exécuter ce processus. Et du coup, appeler les différents outils dont il a besoin ou dont il juge nécessaire pour pouvoir exécuter la tâche de l'utilisateur. Donc, typiquement, quand on va mettre en place une architecture de ce type-là, actuellement, on va avoir un orchestrateur au-dessus. Donc, actuellement, il y en a plusieurs. On peut avoir du Autogène, du LangChain, etc. Moi, là, je fais le choix de Semantic Kernel qui est développé et fourni par Microsoft. C'est open source et c'est disponible en C#, Java et Python. Voilà. De toute façon, Python, on n'y échappe pas. Donc, voilà. Donc, du coup, c'est très important d'avoir cet orchestrateur-là. Donc, au lieu de Semantic Kernel, comme je vous ai dit, vous avez LangChain. Vous avez tous les autres langages d'agents qui sont au-dessus. Ensuite, il faut une couche qui va vous permettre de créer vos agents de la manière la plus simple possible. C'est-à-dire qu'ils vont permettre de lui fournir des instructions et de pouvoir choisir parmi les modèles que vous avez, parmi les modèles LLM. Actuellement, les modèles LLM, il y en a pléthore, il y en a énormément. Bon, après, moi, j'ai une préférence personnelle pour les modèles d'OpenAI qui sont quand même les plus performants, qui sont très performants. Voilà. Après, derrière, on a les modèles de Google, Gemini, qui sont excellents, qui se rapprochent aussi des modèles OpenAI et aussi les modèles d'Anthropic, c'est les fameux modèles Claude aussi qui, voilà. Donc, actuellement, voilà, à chaque modèle qui sort, il dépasse l'autre. Donc, typiquement, il y en a énormément. Il y a aussi les modèles Mistral, qui sont les modèles de l'entreprise française Mistral AI. Donc, voilà. Donc, tout ça, c'est un ensemble de modèles. Il faut être en mesure d'avoir un environnement qui va nous permettre d'avoir ces modèles à disposition. Il faut savoir que ces modèles sont déjà extrêmement coûteux à mettre en place, à entraîner. Et après, c'est extrêmement coûteux aussi pour les faire tourner parce que derrière, c'est des ressources en calcul qu'on appelle du GPU qui est utilisé. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir un écosystème. C'est très compliqué de l'avoir. C'est pour ça actuellement, on va les retrouver plutôt dans les grands clouds comme AWS, Azure, Google, etc., Alibaba ou autre. Donc voilà, donc on a l'orchestrateur, on a notre environnement qui va nous permettre de pouvoir créer les agents et cet environnement aussi va pouvoir nous fournir les outils. Donc dans les outils, on va voir tout ce qui est appel de fonction, j'y reviendrai un peu plus en détail. Il y a ce qu'on appelle l'interpréteur de code, c'est-à-dire que tout à l'heure, je vais vous montrer un exemple. Quand vous allez lui demander de vous faire certains calculs ou d'afficher un diagramme, ben là, il va faire appel à cet outil-là qui va permettre de créer du code Python, d'exécuter ce code et de vous fournir le résultat. Donc, encore une fois, d'où l'importance d'avoir ces outils à disposition.
Il y a tout ce qui est recherche de fichiers. Donc, on va créer une base où on va mettre des fichiers et il est en mesure d'indexer ces fichiers et d'aller faire les recherches à ce niveau-là. Et ensuite, il y a des outils comme la partie, comme je vous ai dit, d'aller chercher sur Internet. Tout à l'heure, je vais vous montrer un exemple. Quand vous allez lui poser qui est l'actuel pape, par exemple, il ne sera pas capable de répondre. Typiquement, vous posez les derniers événements au Moyen-Orient, les modèles ne seront pas en mesure de répondre parce que la date d'entraînement, c'est octobre 2023 ou décembre 2024. Donc, c'est antérieur aux événements actuels. Et le fait de lui fournir cet outil qui permet d'aller chercher sur Internet et de ramener les résultats, il sera capable de vous répondre. Donc, c'est très, très important de fournir les outils nécessaires à votre agent. Donc, typiquement, en vue globale, en termes d'architecture, c'est ça que nous allons avoir. Donc, là, c'est la partie où je fais un peu de pub pour Microsoft. Typiquement, la partie Azure Agent AI Service, c'est cette plateforme qui va nous permettre de pouvoir créer les agents, de les tester, de les évaluer, parce que ça, c'est très important. Quand on crée des agents, il ne faut pas juste mettre les instructions, faire quelques prompts et dire c'est bon. Il faut être en mesure d'évaluer. Évaluation, ça veut dire que est-ce que notre agent nous fournit les bonnes réponses? Est-ce que les réponses sont correctes? Est-ce que les réponses sont modérées? Est-ce qu'il y a du filtrage de contenu? Est-ce que nous n'avons pas des contenus violents? Nous n'avons pas des contenus à caractère sexuel? Donc, tout ce genre de choses-là, il faut vraiment le mettre en place et y vérifier. Donc, c'est toute la partie vérification et aussi évaluation pour voir que le modèle nous répond correctement. Donc, ça, pour ce faire, il y a déjà cet environnement-là qui nous le fournit par défaut pour pouvoir mettre en place ces agents, ces outils. Et c'est quelque chose qui est prêt niveau entreprise. Donc, il y a toutes les normes de sécurité qui sont respectées. Et un autre point qui est très important, comme je l'ai dit, c'est d'avoir cette possibilité de changer, d'avoir plusieurs agents. Et cet environnement-là va nous permettre d'avoir un ensemble d'agents, donc un ensemble de modèles plutôt, donc comme les LLM, que vous allez voir les gros LLM. Et il y a aussi ce qu'on appelle les SLM, c'est les small, donc c'est des LLM en version beaucoup plus petite, ce qui veut dire du coup moins cher à faire tourner, moins cher aussi, mais ensuite ça va être moins performant. Mais si on arrive à les prompter correctement, ça fournit de bons résultats sur certaines tâches. Donc ça, c'est cet environnement-là qu'on va aller voir tout à l'heure et vous expliquer tout ça très rapidement, comment on peut mettre en place un agent, l'orchestrer et avoir les bonnes informations. Mais typiquement, comment on crée un agent ou comment l'agent fonctionne. Donc, à un moment donné, on va créer l'agent. On va lui fournir des instructions. Typiquement, ici, si tu veux créer un agent commercial, c'est un agent, tu lui donnes tes instructions, tu lui dis que tu es un agent avancé d'analyse des ventes pour la société Salesforce spécialisée dans l'assistance aux utilisateurs concernant la demande de données aux ventes. On va lui donner un modèle. Sur un modèle OpenAI, ça c'est Llama, ça c'est Mistral, ça c'est Cohere. D'accord? On choisit un modèle. Une fois qu'on fournit le modèle, ça c'est toute la partie configuration. Là, on est en train de créer. Ensuite, on va lui fournir la donnée. Ça, c'est optionnel, ce n'est pas obligatoire. C'est si on a de la donnée, on lui fournit. Donc, pour fournir la donnée, on peut utiliser ce composant-là qu'on appelle Azure AI Search. C'est une base vectorielle. Donc, l'équivalent que vous aurez, c'est du Postgres avec du vectoriel ou de l'Elasticsearch ou, voilà, ou d'autres bases vectorielles. Donc, vous pouvez en utiliser plusieurs. Le cheminement est le même. Ou sinon, on lui fournit juste un répertoire de dossiers où on va mettre des fichiers et il va aller chercher dans ces fichiers-là pour vous répondre s'il en a besoin. Donc ça, c'est optionnel. Et après, les outils aussi, c'est quelque chose d'optionnel, mais ce qui fait la force d'un agent, c'est de pouvoir lui fournir l'outillage nécessaire pour qu'il puisse exécuter ses tâches. Ça, c'est très important. Donc ça, vous avez vu tous ces outils que je vous ai déjà expliqués. Et ensuite, pour venir, on a des connecteurs pour aller directement récupérer la donnée depuis SharePoint, Fabric depuis le Data Lake de Microsoft, mais aussi depuis des Azure Functions, des Logic Apps ou des OpenAI ou toute API qui suit la spécification OpenAPI 3.0. Voilà, donc vous développez votre API en entreprise où vous voulez. Vous pouvez utiliser juste le Swagger, ce qui s'affronte, le Swagger JSON. Vous lui mettez, il sera capable d'appeler les fonctions que vous avez mis en place. Une fois qu'on a fait tout ça, qu'on a configuré, on crée ce qu'on appelle le thread. Donc, c'est juste le canal de discussion. Si vous voulez sur ChatGPT, c'est quand vous faites une nouvelle conversation, il y a un thread qui se met en place. Vous lui posez des questions, vous lui dites, donne-moi le total des ventes par région. D'accord? Ici, là-dedans, ce qu'il fait, c'est qu'il sait que vous avez une base SQL. D'accord? Parce que vous avez fourni dans les outils avec la description. Il sait qu'il y a une base SQL où il y a les données de vente. Donc, il va aller requêter cette base
elle-même, le modèle LLM. Et ensuite, il va créer le message avec la réponse et vous dire, bon, voici les ventes, Europe, Amérique. Ça, c'était impossible. Voilà. Typiquement, pour y arriver à ce niveau, c'était vraiment quand on crée des applications pour chercher des informations, on savait à l'avance, on mettait les champs dans l'UI et la personne, voilà, choisissait tel champ, telle vente ou telle région et cliquait OK. Maintenant, plus besoin de ça. Alors, on peut mettre ce langage naturel à la portée des utilisateurs. Et du coup, juste donne-moi le total des ventes par région, donne-moi le total des ventes pour tel pays, pour tel produit, etc. Donc voilà. Donc avant, c'était quelque chose qui était codé dans le code, c'était obligatoire, mais là, on en était à un autre niveau, on met juste à disposition des fonctions et le modèle est capable de comprendre la question ou l'agent, générer la requête et lancer l'exécution de la requête. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. Une fois que les résultats remontent, il vous formate les résultats comme vous le souhaitez. Ensuite, voilà, la discussion continue. Vous lui dites, ben, fais-moi ça sous forme de diagramme camembert. Et là, il va appeler l'autre outil qui est là, qui est le code interpréteur, qui lui va créer le diagramme et envoyer l'image. Et on peut voir ici les ventes par image. Encore une fois, n'hésitez pas à mettre vos questions de côté et j'y reviendrai plus tard. Et en même temps, on va voir ça tout à l'heure en démonstration. Alors, il y a un point sur lequel je voudrais un peu mettre l'accent qu'on appelle function calling ou appel de fonction. C'est ce qui fait vraiment la différence par rapport en termes des modèles et qui leur donne cette capacité plutôt, à pouvoir appeler des fonctions qu'on définit. C'est-à-dire que nous, en tant que développeurs, on va coder les fonctions. Voilà, on va dire que cette fonction te permet de faire une requête dans une base SQL. Cette fonction, elle exécute des requêtes dans une base SQL. Tu lui donnes la requête, elle va l'exécuter. C'est tout ce qu'elle fait. D'accord? Et on met ça à disposition du modèle. On dit que le modèle a à ta disposition telle fonction qui permet d'exécuter telle requête dans telle base de données. C'est les requêtes qui concernent, par exemple, les ventes de l'entreprise. Donc, si on te pose des questions sur les ventes de l'entreprise, ben, génère la requête et exécute-la via cette fonction. Et à chaque fois que l'utilisateur va poser une question en relation avec les ventes de l'entreprise, ben, le modèle sait qu'il a cet outil-là à sa disposition. Il va générer la requête SQL et il va donner ça à la fonction pour qu'elle exécute pour avoir les résultats et répondre. Donc, ça lui permet du coup d'avoir des sorties structurées à partir de différents types de là, je ne parle pas juste d'une base SQL. On peut avoir, comme je vous ai dit, un référentiel de fichiers où on a ces informations-là. Donc, ça, c'est très, très puissant et c'est ce qui a fait que on a actuellement vraiment les agents en poupe et on parle de tout ce qui est MCP et autres. C'est que des function calling derrière. Donc, ça, c'est très bon à savoir, avoir en tête. Donc, là, voilà, bon, j'étais en train d'expliquer. Donc là, la fonction calling, ça. Nous, on va coder, ça c'est du code, c'est du C# pour ceux qui ne connaissent pas. Donc là, on a une fonction qui va juste récupérer des données dans une base. C'est très important. Donc là, on dit juste le code. Donc on fait en entrée, ça prend la requête, donc query. Et ensuite, on ouvre une connexion, on crée la commande et on exécute, on charge les données. D'accord? Classique. Si on devait faire dans un programme classique, on allait faire toute la logique au-dessus de récupérer la requête, de la formater, etc. C'est là où les LLM rentrent en compte. D'accord? Donc là, on lui donne toujours les instructions. C'est très important. C'est la partie prompting où on lui dit ce que tu dois faire. Et tu as des fonctions qui sont fournies pour exécuter la table. Donc, et là, quand on va lui poser quelles ont été les ventes pour avril 2023, lui, il sait qu'il a une fonction qui s'appelle fetchCellDataSync. OK? Et tout seul, cette requête-là, avant que nous, développeurs, on devait écrire ou formater ou générer de plusieurs manières différentes dans notre code, là, on n'a plus besoin de faire ça. C'est le modèle LLM, c'est l'agent qui, du coup, génère ça, parce que les agents étaient entraînés sur une quantité énorme de données, dont du code, ils ont en base de connaissances la référence sur comment faire des requêtes SQL selon le moteur derrière. Donc, il est capable de générer cette requête. Donc, il y a une requête SQL classique où on va récupérer juste le champ revenu de la table ciel pour le mois d'avril 2023. Tout simplement. C'est ce que signifie cette requête. Donc, elle le génère toute seule. Et du coup, comme elle a la query, elle va l'injecter ici et la fonction va s'exécuter et on va avoir la réponse. Et il récupère la réponse maintenant pour vous fournir les résultats. Donc, ça, c'est très important. Donc, on va voir que ici, tout à l'heure, je vais aller sur Agent, on va permettre de déployer des agents unitaires de manière autonome, unique. Et par contre, pour les orchestrer,
on va utiliser ce qu'on appelle du semantic kernel. On peut utiliser d'autres langages, comme je vous ai dit, hein, du LangChain, il y en a énormément, Autogène, etc. Mais il y a aussi semantic kernel qui est en C#, Python et Java pour le faire. Donc, c'était tout pour cette présentation sur les slides. Donc, maintenant, on va passer un peu sur la partie des modèles, d'accord? Donc là, c'est l'environnement dont je vous disais, c'est Azure AI Foundry. Donc ici, vous voyez, vous avez agent. On va faire le process de créer un agent pour que vous voyez de quoi je parle. Donc là, quand on crée un agent, vous vous rappelez, il est là. On va l'appeler démon journée du cloud. D'accord? On lui donne le modèle. Okay? Je reviendrai sur les modèles. Là, j'ai que déployé le modèle GPT-4.0. OK? Donc, il y a un agent qui répond aux questions de l'utilisateur. Voilà, on peut faire autre chose. Ce n'est pas le meilleur prompt, mais vous avez compris. On peut rajouter des descriptions. Et ici, vous voyez, on a connaissance. Dans connaissance, je peux lui donner tout ce que vous avez vu, hein, des fichiers. Je peux lui donner la recherche sur Internet. Je peux lui donner SharePoint ou TripAdvisor. Pour le moment, on ne va rien faire. Sinon, je peux même lui connecter à d'autres agents. Ça aussi, je vais vous montrer rapidement une démo. Pour le moment, on va y aller. Et là, on joue sur les paramètres, sur la température. D'accord? La température, c'est ce qui permet au modèle d'être strict, de donner que la réponse par rapport à ce que vous l'avez fourni ou d'être beaucoup plus créatif, tu vois, et peut-être plus halluciné. Donc, ça joue sur la créativité, tout simplement. Donc, 0, il va être très strict, pas créatif, il va juste répondre par rapport aux informations dont il a à sa disposition. 1, plus vous montez, plus il va être plus créatif et aussi des chances d'halluciner. Donc là, typiquement, mon agent, il est là, Demoji Cloud. Je lui cherche ce modèle-là et je lui dis Go. Et dans cet environnement-là, on a ce qu'on appelle un terrain de jeu et on appelle code de récréation. Donc, c'est le playground qui nous permet de jouer. J'espère que vous voyez bien mon écran. Donc là, je peux dire Hello. Typiquement, il va me répondre comment ça va. D'accord? Et là, je peux le dire, on va faire le test comme je vous disais. D'accord? Il dit c'est le pape François Élie, 13 mars 2002, origine. D'accord? Parce que, comme je vous disais, c'est ces données d'entraînement. À date, je pense que ce modèle, c'est octobre 2023, si je ne me trompe pas, ou 2024. Donc, typiquement, il n'a pas les informations récentes. Et c'est là où, comme je vous disais, les outils rentrent en compte. Donc là, on va leur rajouter, pas ça, on va leur rajouter, on va lui donner cette capacité d'aller chercher sur Internet. D'accord? Et on va mettre à jour le prompt, utilise l'outil pour aller chercher l'outil Bing pour aller chercher les dernières informations sur Internet. Voilà, donc il sauvegarde. Je vais lui créer un nouveau fil de discussion et je lui dis qui est l'actuel. Et là, vous voyez, il sait qu'il n'est pas à jour. Donc, du coup, il est allé chercher, il a utilisé cet outil-là pour aller chercher sur Internet et ça lui a fourni les informations. Et quand on clique dessus, on a les références. Vous voyez qu'il allait chercher sur Internet pour récupérer cette information-là. Donc, c'est tout l'avantage des outils. Et il l'a fait tout seul. Tout ce que j'ai fait, j'ai juste rajouté l'outil qui est là, qui s'appelle Bing Grounding, qui va aller chercher sur Internet. Et je lui dis, ben, utilise, même avec une faute d'orthographe, il arrive à bien s'en sortir. Donc, utilise l'outil Bing. Donc, voilà, ça, c'est une des capacités. Ils comprennent vraiment le sens global, la sémantique. Voilà, ce n'est pas du mot à mot où ils vont bloquer sur le sens. Donc, ils prennent la compréhension globale. Donc, voilà. Donc, là, je vais juste rajouter cet outil-là. Et là, il est capable, comme vous l'avez vu, de dire que, bon, mes informations ne sont pas à jour. Donc, l'actuel pape, peut-être que je devrais aller chercher sur Internet. Donc, il utilise cet outil-là. Il va chercher sur Internet et on voit que l'actuel pape, c'est Léon XIV. Voilà. Donc, ça, typiquement, c'est ça. Ensuite, ce qui est important, comme je vous disais, il faut toujours, si on va ici au niveau des informations, on voit comment il s'est exécuté. Donc, ici, c'est la question. Il a appelé cet outil-là.
pour aller chercher. Il utilise l'API de Bing avec ActualPath Jean. C'est comme ça qu'il fait. Hein. Il le fait tout seul. D'accord? Il sait qu'il a une API à sa disposition. Comme je l'ai mis, comme je vous ai dit, hein, c'est des API, c'est des fonctions qui peuvent appeler plusieurs choses à la fois. Et il donne search ActualPath. Et du coup, c'est ce que vous avez vu, ça lui a emmené toutes ces informations-là. Et du coup, à partir de là, il a pu synthétiser et nous répondre. L'ActualPath est Léon 14. D'accord. Okay? Et je peux continuer à lui poser des questions sur donne-moi plus d'informations. Et ce qui est bien ici aussi, c'est que vous voyez, j'ai le nombre de tokens utilisés. Il faut savoir que les modèles, ils facturent en nombre de tokens. Typiquement, on va dire que pour 1 million de tokens, tu payes 5 euros. Pour 1 million de tokens, en plus, il faut faire la différence entre les tokens d'entrée et les tokens de sortie. Les tokens de sortie vont être plus chers. On va dire donc pour 1 million de tokens d'entrée, tu vas payer 5 euros. Pour 1 million de tokens de sortie, c'est-à-dire la réponse de ton modèle, tu vas payer 10 euros. Donc, typiquement, voilà, faut avoir ça. Donc là, vous voyez, vous avez tout le suivi, comment il a fait, comment il a raisonné et le nombre de tokens ce qui va permettre de pouvoir estimer le prix et d'extrapoler le prix de consommation. Et ensuite, ici, vous voyez, il y a toute la partie évaluation. Est-ce que je peux le voir? Qualité de l'IA. Il vous dit résolution de l'intention. Donc voilà, donc, et les outils qu'il a utilisés. Donc ça, c'est un exemple simple. Donc je vais prendre un autre exemple ici que j'ai fait sur 3 agents. Et vous allez voir pourquoi c'est bien d'avoir un orchestrateur par du code. Là, typiquement, il faut le voir comme un terrain de jeu. Vouloir venir créer ces agents de manière unitaire. Après, si on veut vraiment avoir du contrôle sur ce qu'on fait sur les outils IA, il faut aller sur du code, il faut écrire le code. Il y a plein d'outils actuellement à NVTN qui vont permettre de faire certaines automatisations. Copilot Studio, c'est très bien, mais ça est très vite limité. Si vous êtes dans un contexte entreprise avec des workflows un peu plus complexes, avec des besoins spécifiques, avec des fichiers qui sont différents selon le format, là, il faut aller sur du Procode, typiquement. Donc là, je vous donne un exemple. J'ai ici un agent qui, lui, écrit des blogs, des articles en fonction de l'entrée qu'on lui fournit. D'accord? Il peut aller sur Internet pour avoir ces informations, si besoin. On a l'agent reviewer. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'on lui a dit, ben, en fait, on te donne un article et tu émets des critiques pour que derrière, celui qui écrit puisse s'améliorer. D'accord? Ça, c'est un peu la division des tâches. Et diviser pour mieux régner, c'est un peu la même manière qu'on fait quand on développe. On a des modules séparés, on sépare les responsabilités pour avoir le code le plus robuste, le plus modulaire, le plus évolutif. Et là, ici, ce que j'ai fait, j'ai créé un blog writer orchestrator où je lui dis, ben, écoute, en gros, je lui dis que tu as 2 agents à ta disposition. Tu as l'agent qui écrit et tu as l'agent qui fait des critiques. Donc, utilisez pour m'écrire un article de blog sur les sujets que je te donne. Et vous voyez ici, je suis en mesure de lui connecter les 2 agents, le writer, le reviewer. C'est tout simple. Plus, tu choisis ton agent, le nom et les étapes pour le déclencher. D'accord? Donc, c'est assez simple à mettre en place. Donc, si vous faites modifier la description, le nom, vous voyez, c'est le writer agent. Je lui donne un nom et je dis voici comment les informations pour le déclencher. Pareil, donc là, encore une fois, on est en train de tester avant d'aller en production pour voir que tout est correct. D'accord? Donc là, je vais dire écris-moi un article sur les news IA. D'accord? Donc là, soit il va faire un seul aller-retour, ou parce que moi, ce que j'ai envie, typiquement en faisant ça, c'est que les 2 agents discutent et que lui, il orchestre derrière. D'accord? Donc, au moins quelques allers-retours avant d'avoir ma réponse. Donc, lui, typiquement, quand on est ici, il n'y a pas encore ces allers-retours-là. Donc, tac, est-ce qu'il m'a écrit même mon article? Message creation. Donc là, typiquement, il ne m'a même pas écrit l'article. Hein. Donc, on voit qu'il a appelé cet agent-là. Si, il m'a écrit les grands titres de l'IA. Il a écrit quelque chose quand même, mais il ne me l'a pas affiché ici. Donc, vous voyez, on ne peut pas les orchestrer ici. Donc, c'est ça la limitation. C'est là où entrent en compte les orchestrateurs. Donc, je vais vous montrer rapidement un peu de code pour que vous voyez comment ça fonctionne. Ici, ce que j'ai fait, j'ai initialisé mon projet AI Client et vous voyez que ici, je remonte mes 2 agents. D'accord? Si je copie-colle les ID, vous allez pouvoir voir. Si je reviens ici,
Je pense que c'est le reviewer agent. Voilà, vous voyez, c'est bien cet agent-là que j'utilise, d'accord? Donc ici, je les ai créés. Et dans mon code, je fais juste le fait de les récupérer, d'accord? Je les récupère ici, tout simplement, les deux. Une fois les avoir récupérés, je les mets dans un groupe de discussion, d'accord? J'ai dit, ben voilà, encore une fois, examine. Là, c'est la fonction qui fait la sélection entre les différents agents. On lui dit que si la question vient de l'utilisateur, tu écris d'abord au writer, après tu donnes un review, et ainsi de suite, d'accord? Et là, à un moment donné, quelque chose qui est très important, ces modèles, ils produisent du contenu. Vous les laissez, ils peuvent parler jusqu'à demain. Donc, autant vous dire, il faut les arrêter. Parce que si vous les laissez trop parler, ça va consommer vos tokens, ils vont être hors sujet, etc. Donc, le but, c'est de les limiter ici, de dire, ben, faire en sorte d'analyser le contenu. Si c'est satisfaisant, tu t'arrêtes et après, tu lui mets maximum d'itérations de 10. D'accord? Donc là, si je lance rapidement et que je lui dis de m'écrire un article sur les news IA, là, vous allez voir qu'il y a vraiment cet échange-là et on voit bien cette orchestration qui est en place. J'espère que vous voyez toujours mon écran. OK, donc écris-moi, je vais agrandir un peu. Donc, écris-moi un article sur les news IA. D'accord? Donc là, normalement, j'ai fait en sorte, vous voyez, hop, 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 hop. OK, on va corriger ça rapidement. Il y a un outil qui est mal configuré. Alors, on est sur le writer. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. On va le supprimer. Peut-être c'est tout à l'heure. C'est pour ça que tout à l'heure, ça n'a pas marché. Allez. Donc là, vous voyez, j'ai mis à jour automatiquement l'outil. Et normalement, peut-être que ça devrait aller mieux. Voilà, donc là, du coup, on a l'article qui vient. Donc, mais je peux vous donner des conseils pour améliorer. Donc, là, il est un peu parti en vie, j'ai quelque chose. Bon, effet live démo. Mais typiquement, voilà, là, vous pouvez voir comment on peut les orchestrer avec le code. Je vais juste revenir ici pour vous dire que, voilà, là, c'est un peu, comme vous pouvez le voir, un peu de code pour faire les agents simplifiés. Mais pour aller en production, voilà, il ne faut jamais y aller de cette manière-là. Typiquement, là, vous pouvez tester et tout, mais en production, vous allez avoir quelque chose de beaucoup plus avancé. Il ne faut jamais commencer de zéro. D'accord? Donc là, typiquement, il y a déjà des templates qui sont fournis pour pouvoir aller à l'échelle très rapidement et industrialiser vos use cases. Donc là, vous avez un workflow d'automatisation entre agents. Donc, c'est lui que j'ai déployé ici, typiquement. Donc là, vous lui dites onboard un nouveau employé. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va définir le plan. Et une fois qu'il va définir le plan, il va donner les étapes pour que l'utilisateur puisse valider comme il veut. Et à chaque fois que vous validez, il génère, il met à jour le plan et il envoie des emails, etc. Donc, ça, c'est vraiment une collaboration multi-agent. Donc, la date, là, je vous pose une question en fonction de ce qu'on lui a défini. Il va effectuer des background checks ici. Donc là, typiquement, session pour valider. Il a besoin d'informations. Alors, OK, June. OK, donc il a mis à jour le plan. Donc là, je peux approuver le check background et ensuite il va générer les nouvelles étapes. Donc là, on est vraiment dans une collaboration multi-agent. Et dans ce cas-là, typiquement, vous voyez, c'est les agents qui sont là. Donc, on crée les agents ici de manière unitaire et après, on va les orchestrer via des codes avec une AI front pour faire ça. On a fait à peu près un truc un peu similaire aussi pour Vie publique. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une initiative citoyenne pour l'information, pour rendre accessible l'information publique sénégalaise. Donc là, on est en train de développer un chatbot agentique basé sur les agents. Donc là, typiquement, vous lui posez une question
faut savoir que Vue Publique a une base documentaire énorme. Donc, il y a un travail fou qui est réalisé derrière pour récupérer un ensemble d'informations, documents des codes généraux, les documents budgétaires, les rapports publics, etc. à jour. Vous avez tous les journaux officiels. Et là, typiquement, il vous répond. Il vous dit qu'en fait, les mineurs, on le doit syndiquer à l'âge de 16 ans et il est allé chercher ça dans l'article 11 du Code du travail sénégalais. Donc là, c'est typiquement un use case où voilà, on va un peu plus loin que le RAC classique. On utilise des agents derrière parce que l'agent est capable de se remettre en question, de vérifier ses réponses, d'aller l'avant. Voilà, on peut continuer ainsi de suite à lui poser des questions. On peut dire qu'est-ce que le New Deal technologique, hein? C'est l'initiative pour la souveraineté numérique, mais aussi améliorer, faire cette transition numérique au niveau du Sénégal. Donc là, il nous a répondu, d'accord? Et ici, vous avez les sources qu'il a utilisées pour répondre. Et si je lui dis, et son financement, là, typiquement, vous faites ça sur un truc RAC classique, il ne sera pas capable de répondre, d'accord? Là, avec son financement, c'est ce que j'ai parlé de la notion de mémoire courte. On lui envoie tout le chat précédent. Donc, il va voir que j'ai dit, c'est quoi le New Deal? Et si je dis, et c'est quoi son financement? Comme quand vous discutez avec une personne, ben, on sait, c'est le financement par rapport au New Deal technologique. Il répond et là, il vous donne des sources. Et si vous voyez bien, il vous dit en plus c'est quelle page, 39 du New Deal. Ben, dans ce cas-là, quand vous y allez, vous allez voir que c'est bien comment est financé le New Deal. Donc, je vais sur le document officiel, à la page 39, vous avez ces informations-là. Donc, voilà, donc vraiment, ces systèmes sont prêts. Il y a énormément de use cases, donc c'est use case de faire des agents intégrales ou des workflows complexes en entreprise pour les coordonner. Donc, c'était tout ce que je voulais vous présenter. Après, voilà, s'il n'y a pas de questions, s'il y a encore du temps, on peut voir d'autres choses. C'est comme vous voulez. Donc, Mohamed, est-ce qu'il y a des questions? Oui. Je regarde sur le chat. Allez. Pas de questions pour le moment. D'accord. C'est de bon augure. Ça veut dire que c'était très clair. Excellent. D'accord. Donc, faut pas hésiter à s'y lancer dès à présent, si vous n'êtes pas, mais pour aller voir le business, avoir le besoin métier en tête. Et maintenant, on est capable vraiment de mettre en place tout besoin métier. Voilà. Nous, on a pas mal de use cases qu'on implémente en entreprise qui permettent d'automatiser pas mal de choses. Où c'était vraiment manuel, on perdait du temps, ça nous prenait 3 jours. Maintenant, en moins d'une heure, c'est résolu grâce à ça. Tout à fait. Tout à fait. De toute façon, l'IA, c'est l'avenir, quoi. Donc, c'est très important d'avoir la main sur ces technologies dès maintenant et C'est de ça. faire en marche, quoi. Et tout à l'heure, il y avait une présentation aussi sur GitHub Copilot pour la partie développement. Ben, typiquement, voilà, faut pas hésiter non plus. Et eux aussi, ils ont un mode que vous allez voir qui s'appelle le mode agent, qui permet aussi d'être quand même assez compétitif lorsqu'il étudie votre code. Voilà. Donc ici, vous voyez, je suis au niveau de mon code et je peux lui poser différents types de questions et pour me générer mon code. Moi, actuellement, presque plus de 50% de mon code actuellement, c'est généré par l'IA, quoi. Donc, voilà. Donc, faut pas hésiter à les utiliser avec les différents types de modèles en place. Super. Il n'y a pas encore de questions. En tout cas, du coup, je pense qu'on peut clore la session. Et s'ils sont intéressés, il y a la table ronde speaker où ils peuvent te poser des questions en live. Okay. En tout cas, merci beaucoup, Ousmane, pour ta disponibilité et la brillante présentation. Et merci à tout le monde aussi pour votre présence aujourd'hui. Et on vous donne rendez-vous à la prochaine session. Merci beaucoup. Merci tout le monde, au revoir.